Et on termine cette émission avec Marc Rochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Air Caraïbes et de French Bee. Moi, je voudrais d'abord qu'on parle de CMA-CGM, avec qui vous aviez entamé des discussions pour une prise de participation minoritaire. D'abord, le Figaro dit ce matin que ces discussions sont tombées à l'eau, que CMA-CGM, finalement, ne va pas donner suite. C'est quelque chose que vous confirmez ? Nous avions établi l'année dernière, en 2020, au cours de l'été, des contacts avec ce groupe qui est très puissant, très performant dans le maritime, qui n'a pas de présence dans l'aérien. Et les échanges entre Rodolphe Saadé, son président, Jean-Paul Dubreuil, le président du groupe Dubreuil, notre actionnaire, ont été excellents. Et donc un protocole qui n'était pas un accord complet ni définitif, avait été signé en septembre et prévoyait effectivement un certain nombre de choses, tant sur le plan financier, capitalistique, que sur le plan opérationnel. Bon, les choses ont évolué depuis. Je pense qu'on ne fera pas la partie capitalistique. C'est en tout cas ce qui se dessine maintenant. Par contre, on continue à rechercher d'autres pistes de coopération. Bon, c'était sans doute un très beau projet. Il n'a pas abouti sous sa forme initiale. Je formule des vœux pour qu'il aboutisse peut-être sous une autre forme. Justement, CMA-CGM, je disais, vient d'acquérir 4 avions pour se lancer dans le fret. Vous pourriez peut-être opérer ces avions-là, ça pourrait être une possibilité ? Ça fait partie de tout ce qui est discutable. CMA-CGM n'était pas présent dans le fret aérien. Ils y viennent maintenant. Ils ont acquis des Airbus A330 cargo, des avions qui sont que cargo, alors que nous opérons des avions qui sont essentiellement passagers, mais qui ont de grosses capacités en soute pour transporter du cargo. Donc, toutes les voies sont possibles et on est encore en train d'y travailler. C'est quoi la proportion de chiffre d'affaires qui est dans cargo chez vous ? Parce que je ne savais même pas que vous faisiez du cargo. Alors, pour les routes qui sont celles de notre réseau, parce que les réseaux commerciaux, ceux qui font que les passagers voyagent dans un sens et dans l'autre, et les routes, par exemple, le cargo, ne sont pas tout à fait les mêmes, mais souvent, elles se juxtaposent. Pour vous donner une idée, trafic Paris-Antilles, vers les DOM français, c'est un trafic passager très important, plus important que Paris-New York. Mais en cargo, il y a beaucoup de fret à la descente vers les Antilles, il n'y a pas de fret au retour. C'est pour vous donner un petit peu les équilibres. Alors, pour répondre à votre question, sur des routes comme cela, la capacité de nos Airbus à 350, puisque nous, on a modernisé notre flotte, on a des avions qui sont très efficaces dans ce domaine, c'est plus de 10% du chiffre d'affaires. Ah oui, quand même. Oui. Là, je me disais, finalement, est-ce que le fret, c'est pas un bon moyen de survivre quand on a des stop-and-go en permanence sur le passager ? C'est une composante importante de l'activité aérienne, plus de 10% de notre chiffre d'affaires, comme je viens de vous le dire. C'est une composante complexe, parce que justement, les flux ne sont pas les mêmes. La différence, c'est qu'un passager va quelque part, il reviendra toujours. Globalement, c'est vrai. Le cargo, il va dans un sens, il ne revient pas. Alors, il faut aller chercher d'autres trafics. Donc, c'est assez compliqué de marier les deux. Mais encore une fois, la capacité des soutes, des A350, des Boeing 787 ou 777 sont tellement importantes et tellement performantes en termes de rentabilité, de calcul, d'efficacité, qu'on est amené à mélanger les deux. Prenons un exemple. Vous prenez les très grandes compagnies, British Airways, Air France, KLM, elles n'ont plus aujourd'hui les flottes vraiment cargo qu'elles avaient il y a 15 ans. Chez Air France, il suffit d'aller regarder dans les statistiques, il y avait plus de 12 avions purs cargo. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Pourquoi ? Parce que ce cargo-là, on le transporte dans les seaux des avions passagers. Ah, mais c'est génial en termes de synergie. Oui, ça fait partie de tout ce que l'on recherche pour être plus efficace. J'imagine. Effectivement. Pour revenir un peu sur le trafic passager, là, on a eu le retour des motifs impérieux. Là, quelle incidence ça a pour vous ? Très forte. Sur les routes du réseau d'Air Caraïbes et de French Bee, donc les routes vers les Antilles, vers la Réunion, vers Tahiti. Pour vous donner une idée, entre ce que nous avions commencé à enregistrer au mois de janvier, on a une chute de trafic qui est supérieure à 60%, 65%, donc les 2 tiers. Il ne nous reste plus qu'un tiers et c'est encore en train de se réduire. On va probablement tomber à 20%. Donc le trafic aurait été divisé dans la séquence actuelle, qui est la 3e séquence. Il y a eu le premier confinement en avril-mai, le 2e en novembre, qui nous a fait très mal. Et là, on est reparti pour une séquence probablement jusque fin mars, selon les demandes des autorités, où on voit notre trafic passagers, nos clients, ne plus vouloir et ne plus pouvoir se déplacer à cause de toutes ces mesures. On divise le nombre de vols par 5.
Et comment vous étiez juste avant ce retour des motifs impérieux? Parce que je me disais que peut-être la fermeture des stations de ski pouvait vous bénéficier. On reporte plus vers le soleil dans ces cas-là? Sur notre réseau, sur notre capacité à convaincre nos clients de nous être fidèles, et encore une fois sur les routes que je vous ai décrites, on avait constaté quelque chose de très important, c'est que ces routes sont très résilientes. Exemple. Confinement en novembre, début décembre, les propos d'ailleurs des gouvernants sont pas très clairs, ils disent peut-être qu'on va laisser les vacances de Noël et tout. Bref, nous on relance toute notre machine, tous nos avions, tous nos personnels le 15 décembre. Et là, on remplit très bien tout de suite. On remplit très bien tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a le trafic de ces régions. Tous les Domiens, tous les Guadeloupéens qui veulent voyager, tous les Martiniquais qui sont en métropole, qui veulent retourner, les familles, les enfants, les étudiants, tous ces échanges. Immédiatement, ils reprennent l'avion. Et du 15 décembre, donc jusqu'à fin janvier, on a eu, ce qui n'était pas le cas vraiment l'été dernier, le retour des touristes. On a eu de très bons trafics sur la République dominicaine, on a eu de très bons trafics sur l'océan Indien, on a eu des demandes assez raisonnables sur Tahiti. Pourquoi? Parce que les gens ont pensé qu'après la crise, il fallait sortir, il fallait respirer, il fallait voyager. Ce qui n'était pas le cas à l'été. L'été, on avait eu essentiellement les trafics dits affinitaires, c'est-à-dire les familles, les domiens, les personnels détachés dans ces régions, les fonctionnaires. On avait eu un peu de tourisme, mais pas beaucoup. Là, ils sont revenus très rapidement. Donc, on forme l'espoir aujourd'hui. Heureusement qu'à la fin de cette crise, disons avril-mai, le trafic va revenir et nous pensons qu'il reviendra très vite. Alors, je disais que vous aviez mis en place vous-même des centres de tests PCR aux aéroports. C'était quelque chose que... Finalement, vous vous êtes dit à un moment, si on veut que les gens viennent, il faut leur donner les conditions de venir et de partir? Oui, on applique les mesures gouvernementales. Cela s'impose à tous les citoyens, cela s'impose à nous, et on est une entreprise citoyenne. Donc, il n'y a pas de raison de discuter des mesures sanitaires qui sont l'objet, vous le savez bien, d'arbitrages complexes entre le scientifique et le politique. Mais une fois que ces mesures sont prises, nous, ce qu'on constate, c'est que pour les clients du transport aérien, souvent, elles sont peu lisibles. Elles sont complexes. Est-ce qu'il faut un test dans un sens, puis dans l'autre? Oui, c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Voilà, vous le dites vous-même. On a du mal à s'y retrouver. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez traversé ce manque de lisibilité, c'est comment faire. Et donc, dès l'été dernier, nous avions pris notre propre initiative en matière de tests et on avait décidé d'implanter à Orly, sous le terminal 4, un centre de test PCR. Alors, pourquoi PCR ? Parce que déjà à cette époque-là, encore une fois dans un domaine qui n'est pas de notre compétence, on avait consulté, Biogroup en l'occurrence, qui nous avait dit les tests antigéniques, attention à la fiabilité. Donc concentrez-vous sur le PCR, ça c'est fiable. Et on a monté avec Biogroup donc ce centre de test à Orly, qui aujourd'hui est capable de vous donner le résultat en 15 minutes. Alors on prévient beaucoup de nos passagers, de nos clients, même dans la crise encore aujourd'hui. Faites-le avant, prenez vos précautions, essayez de voir toutes les formalités, ayez la fameuse attestation sur l'honneur, comme quoi vous n'avez pas de fièvre, pas tout ceci. Mais en plus, s'il y a défaut de papier ou défaut de test, on est capable de corriger ça très rapidement. Vous pensez qu'il va rester un attrait quand même sur le tourisme, où finalement tous ces tests PCR vont finir par nous dégoûter de prendre l'avion? Alors, je suis convaincu de deux choses. D'abord, moi je reste positif. Je pense qu'on va rebondir même. Et dès que les portes s'ouvriront, elles sont fermées actuellement, soyons clairs. Il y aura une vraie demande. Encore une fois, on l'avait mesuré au moment de Noël et au mois de janvier. Je pense par contre deux choses. C'est qu'il faudra que les mesures prises soient lisibles, simples, compréhensibles par tous. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours le cas. Qu'elles soient si possible homogènes d'un pays à l'autre. En Europe, par exemple, je ne demande pas qu'elles soient les mêmes partout dans le monde, mais au moins qu'en Europe, on est à peu près les mêmes. Et deuxièmement, qu'on aille, je crois que c'était inéluctable, au passeport vaccinal. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. In fine, c'est le vaccin qui va probablement essayer de nous aider à sortir de cette crise. Le passeport vaccinal, son authentification, parce qu'aujourd'hui, le problème avec les tests, c'est aussi le nombre de faux qui circulent. Problème non négligeable. Ah oui? Donc, bien sûr, parce que vous savez, un test PCR, c'est assez facile à imiter pour tous ceux qui sont des geeks de l'informatique moderne. Donc, passeport vaccinal
authentifié, par exemple, bien sûr, par tous les systèmes modernes, avec un iPhone qui permet de contrôler le bon coup de tampon et autres. Je pense que ça fait partie des solutions. IATA, notre association internationale, y travaille. Aéroport de Paris, je sais qu'ils y travaillent aussi. Nous, on est en train de regarder des solutions avec Biogroup. Je pense qu'il faut aller à la fois au passeport et à son authentification dans des mesures digitales extrêmement simples pour tout le monde. Bon, alors si le tourisme repart, et on l'espère tous, qu'en sera-t-il des voyages d'affaires? Parce que là, pour le coup, on a beaucoup remplacé par la visio. On se dit que peut-être, finalement, ça coûte moins cher. C'est peut-être moins polluant pour la planète. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Donc, oui. Est-ce qu'on va reprendre le trafic d'affaires? Alors là, non. Je suis beaucoup plus réservé sur le trafic d'affaires qui, comme vous le venez de le dire, a vu ses comportements fondamentaux modifiés par la visioconférence. La visioconférence, finalement, tout le monde s'y est mis en très peu de temps. Les réseaux ont tenu. Tout le monde nous avait dit que les réseaux allaient s'effondrer. Ils sont toujours... on en fait tous les jours des visioconférences et ça marche. Et puis, derrière ça, il y a le comportement des entreprises. Je vais citer 2 exemples. Nous, sur nos routes, on n'a pas beaucoup de trafic à faire. Vers les DOM, on a un peu. Il y avait toutes les formations. Beaucoup de jeunes se déplaçaient pour des formations. Aujourd'hui, les formations, elles basculent dans le monde du digital. Les formations se font par visioconférence. 90%. Donc ça réduit la demande en business. Et la deuxième chose, c'est la responsabilité des entreprises. Les entreprises n'aiment pas envoyer des personnels en mission, sachant qu'il y a encore un petit risque sanitaire. Parce que les conséquences... finalement, derrière l'attitude des politiques, on voit bien aussi qu'il y a cette crainte de devoir un jour rendre des comptes devant la justice. Et donc ça, les entreprises ont aussi cette réaction. Donc le trafic à faire, il est forcément réduit, et lui pour longtemps. Vous avez réussi à garder tout le monde à bord, si je puis dire, tous vos salariés pendant cette crise-là, parce qu'effectivement, l'impact pour les compagnies aériennes, on le sait, est très fort. Oui, parce que d'abord, les comptes d'Air Caraïbes et de French Bee étaient robustes. C'est des entreprises qui ont gagné de l'argent avant la crise. On avait donc accumulé des réserves. On avait un actionnaire à nos côtés. On a toujours le même, bien sûr, groupe Dubreuil qui est extrêmement solide également. Donc notre solidité financière nous permet de traverser... avec des dégâts, soyons clairs, des contraintes, mais nous permet de traverser ces étapes. J'espère qu'il n'y en aura pas de nouvelles. Donc, on vit en ce moment peut-être le dernier pseudo-confinement. Et donc, on s'est projeté dans l'avenir. Et pour cela, on a fait 2 choses. On a pris l'engagement de garder tout le monde à bord. Donc, nous, on n'attaque pas, on ne lance pas de PSE ou de plans sociaux. Il y a quelques gens qui nous ont quittés, mais c'est des cas individuels. En échange, on a signé avec eux des APC, donc des accords de performance collective, ordonnance Macron de 2017, et tout le monde a baissé sa rémunération de 10%. Y compris les dirigeants ? Tout le monde, y compris les dirigeants, y compris moi à titre personnel, tout le monde, il n'y a pas d'exception. Donc comme ça, les choses sont simples et c'est normal. Et je dirais même qu'il y en a qu'on laissé un peu plus de 10%. Et on s'est donné comme objectif de refaire le point dans 2 ans. Donc, ces mesures ont été appliquées immédiatement. C'est le bénéfice des ordonnances que j'ai citées. Donc, dès le mois de juillet 2020, on est rentré dans cette phase-là. Là, on est en train de se demander, d'ailleurs, si on ne va pas reparler de tout ça avec nos personnels. J'ai demandé à ce qu'on tienne des réunions avec nos organisations représentatives, parce que pour mettre en place ces accords, il faut la signature de nos syndicats, et nous l'avons obtenu. Des pilotes, des hôtesses de l'air, des stewards, des agents de cabine, des agents du sol, des cadres. Donc, ça se passe mieux que chez vous que dans d'autres compagnies, quoi, en termes de dialogue social. Oui, on l'a fait au mois de mai l'année dernière. On est en train d'en rediscuter aujourd'hui. Je privilégie la capacité de rebond. Je privilégie notre atout et la solidité de notre groupe et de notre actionnaire. Donc, il faut qu'on garde tout le monde à bord. C'est de la solidarité, mais c'est aussi la volonté de repartir de l'avant dès qu'il fera un petit peu meilleur sur le plan sanitaire. Justement, vous aviez des projets de développement, je crois, notamment vers New York et vers Cancun, je crois. Qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui? Vous remettez ça en cause ou pas? On a fait 2 choses, un peu dans le même esprit. Premièrement, on a gardé les commandes d'avions que nous avions passées. Donc, on reçoit encore cette année des nouveaux A350. Donc, on est la compagnie à notre taille qui a le plus d'A350. C'est le dernier né d'Airbus.
C'est un avion extrêmement performant. On en est content et surtout, encore plus important que nous, nos clients sont très contents. Et c'est un avion très économique, c'est un avion écologique, hein, il est ultra moderne, c'est un avion en carbone. Il consomme 25% de pétrole en moins qu'un avion de la génération précédente, y compris les propres Airbus que nous avions. Donc on en est très content. Donc on avait des commandes pour 4 appareils. Ça vaut très cher, évidemment. On les a maintenus, donc on en reçoit 2 cette année et encore 2 l'année prochaine. Donc vous voyez qu'on garde nos personnels et on garde nos investissements. Alors après, on avait des ouvertures de route prévues. New York, vous l'avez cité, pour French-Bee, Cancun. Bon, on les a décalés. Pour l'instant, on ne peut pas aller aux États-Unis. M. Biden a remplacé M. Trump, mais il n'a pas décidé d'ouvrir le ciel américain. Ça s'appelle le travel ban. Bon, tant qu'il est là, on est comme devant les autorités françaises. Nous respectons les choses. Mais dès que les frontières se rouvriront, et nous pensons que ça sera cette année, en 2021, probablement avant l'été. 2 mois après, on sera en l'air vers ces routes-là. Ah, vous voulez dire que vous y serez en gros en septembre? Avant, à peu près. Avant, si vous pouvez, pour la saison d'été. Au moins pour New York. Pour finir, je voudrais juste qu'on parle un peu d'environnement, parce que vous avez mentionné un avion en carbone et avec 25% de coût de carburant en moins, de consommation de carburant en moins. Il y a eu justement hier le secteur aérien européen qui a publié sa feuille de route pour une neutralité carbone à l'horizon 2050. Comment on se prépare à un tel changement? Je crois que le transport aérien, vous savez, a connu un essor formidable. Enfin, depuis quelques décennies, vous avez sans doute ce chiffre en tête, le transport aérien mondial, il double tous les 15 ans. Absolument. Et il continuera à doubler tous les 15 ans. Ah, vous croyez? Absolument. Mais il ne sera pas le même. Et nous avons déjà, et c'est notre responsabilité, on ne cherche pas, et je pense qu'il nous faut y faire face, on ne cherche pas à la déléguer à qui que ce soit. On a traversé dans les années 50-60 du siècle précédent les problèmes importants de sécurité des vols. Ça a été grandement amélioré. Aujourd'hui, les avions sont extrêmement protégés, la formation des équipages, l'électronique embarquée, un incident devient quelque chose d'extrêmement marginal. Tout le monde le dit, l'avion est un moyen de transport qui est devenu très sûr. On a eu à régler ensuite des problèmes, non pas de sécurité, mais des problèmes de sûreté. Détournement d'avions, attentats, on l'a aussi réglé. Quasiment, il n'y a plus de problème de sûreté sur les grands avions aujourd'hui. Et donc, on réglera le problème de l'écologie. Réduire l'empreinte à l'horizon 2050, on a 3 moyens. 1, la technologie, des avions. Donc, il faudra renouveler les flottes pour avoir des avions de plus en plus efficaces. 2, les trajectoires de vol, parce que les trajectoires aujourd'hui ne sont pas optimisées pour consommer le moins possible. C'est encore un peu compliqué tout ça. Il y a des résistances, y compris humaines. Et puis troisièmement, sur ce qui restera, il y aura sans doute un partage entre le carburant et le biocarburant, et puis une partie compensation. Je ne pense pas qu'on viendra comme ça facilement à cet objectif. L'hydrogène, oui, mais pour après. À l'horizon de 20-30 ans, j'ai beaucoup de réserves. Merci beaucoup Marc Rochet. Je rappelle que vous êtes le président d'Air Caraïbes et de French-Bee. Bismart, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Dès lundi, vous retrouvez évidemment Stéphane Soumier. Nous on se retrouve vendredi prochain. Bon week-end.